avec un mec qui est obviously fou. Et sans même que je le veuille, je réponds oui. Parce que je me rien. Je commence à avoir des douleurs au niveau du dos. Je commence à avoir. Il s'aperçoit que c'est pas un animal. Il regarde par terre, il crie dans tous les sens. il me regarde droit dans les yeux et il débranche. 15 minutes plus long Il de ta vie. était à 30 cm dans mon dos. Allongé au milieu de la route. Et il commence à être menaçant, il se touche la tête comme ça. C'était pas juste un petit truc mental, les quatre on courait parce qu'on entendait réellement le chien nous poursuivre. Salut à tous, ici le vrai Malcolm et bienvenue dans le vrai flip. Nous allons passer plus d'1 heure ensemble, alors asseyez-vous confortablement dans un canapé, dans un lit, où vous voulez, mettez vos écouteurs, profitez un maximum et j'espère que vous allez kiffer. Je tiens à remercier le magasin Un Jour Une Fête pour nous avoir prêté un petit peu de décoration et à remercier bien évidemment le Flore de Thonon-les-Bains qui eux, ils nous ont carrément filé le lieu, donc je suis obligé de vous faire une grosse dédicace, merci à vous. Durant cette vidéo, vous allez voir Lilith Ink Tattoo qui va faire un maquillage FX d'horreur à Miss Excellence Pays de Savoie. Je vous laisse tous les réseaux en description. Si vous voulez m'aider, allez les suivre. Je remercie tous les gens qui sont venus à cet événement. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé de près comme de loin. Et je remercie infiniment toutes les personnes qui partageront cette vidéo. Ce qui vous intéresse, c'est les anecdotes. Alors on va commencer avec une histoire vraie, celle de Titus. Place dans un voyage autour du monde avec ma femme ici présente et on allait dans chaque pays travailler, on faisait du woofing, donc on allait travailler gratuitement chez des gens et en échange de quoi on était logés sur place et on nous nourrissait. C'est un échange culturel, donc on avait fait quelques pays, parfois c'était un peu chelou, mais on n'est jamais parti, on est toujours resté, on a toujours travaillé et puis ça s'est toujours bien fini. Et du coup, à force que ça se passe bien, il y a un moment où on commence à plus vraiment faire attention à des signes qu'on aurait dû voir venir. Donc on arrive en Australie et puis on fait un woofing. Pour y arriver, on fait quasiment 2 jours de route en faisant du stop. Et on est pris par quelqu'un de très sympa sur place et qui fait les 2 jours de stop complet avec nous, qui nous prend et qui nous emmène à 2 jours plus loin, quoi. Okay. C'est ça l'idée. Du coup, on arrive sur un terrain qui est perdu dans le bush. Le bush étant la forêt que tu trouves en Australie. Et on est vraiment littéralement perdu parce qu'on arrive sur un chemin de terre. Et il y a bien quelques maisons, mais toutes les maisons sont espacées d'au moins 1 kilomètre entre chaque voisin. Ils ont de très grands espaces, donc ils ont aussi des très très grandes propriétés. Et donc on arrive chez un gars qui a l'air assez sympathique pour bien s'entendre avec la personne qui nous avait pris en autostop. Et donc ça éteint un peu toutes nos angoisses en se disant bon s'il s'entend bien avec ce gars-là, ça va bien se passer. Le type qui nous avait accompagnés repart et on se retrouve enfin seul avec la personne qui est là. Et on commence à vivre le quotidien avec lui. Le quotidien, c'était quoi? C'était on se levait le matin, nous on partait travailler, à midi on avait une pause manger et l'après-midi on était censé pouvoir faire ce qu'on veut, sauf qu'il avait des activités supplémentaires à nous proposer qui étaient déjà un peu du travail déguisé. Donc on fait ces après-midi et ces journées avec lui et petit à petit il y a quand même quelques indices qui nous laissent penser qu'il est un peu fou quand même. Donc le premier truc qu'il nous dit c'est moi je suis quelqu'un de très ouvert spirituellement, je suis en connexion avec les énergies et tous les matins je vais faire ma séance de méditation à 6 h du matin et tous les soirs je vais faire ma séance de méditation à
20h, 23h, un truc dans le genre. Le truc, c'est qu'il va s'isoler dans la forêt, vraiment tout seul, et il met de la trance à fond de balle dans la forêt. Et ça, c'est méditation. Et ça, c'est méditation, Donc on commence à faire un premier repas avec lui et c'était quelqu'un de vegan, donc déjà de base tu ne manges que des graines. Et why not, hein, nous il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que là... Attention à notre public. C'était quand même là extrêmement, pauvre en termes de propositions gustatives. Et donc bref, on mange des graines quoi. Et donc, comme on est bien dans les clichés, c'était moi qui travaillais sur le chantier et c'était ma femme qui faisait à manger, évidemment. Et donc, elle fait à manger et on commence à faire 3 bols, vu qu'on était 3 personnes. Et donc, on sert les bols, machin, et le mec vient là-dessus, se pose au-dessus de l'épaule de ma femme et lui dit « Comment tu sais qu'il y a exactement la même quantité de nourriture dans chaque bol ?» Et elle lui répond gentiment, elle lui dit « Si t'as faim, je te donne le bol où il y a le plus de nourriture, il n'y a pas de souci. » Et le mec lui dit non, je veux qu'il y ait exactement le même nombre de nourriture dans chaque bol. Donc elle recommence une fois. Ensuite il lui dit non, mais je pense qu'il n'y a pas le même nombre. Donc elle recommence encore une fois. Et donc elle recommence et le gars lâche l'affaire au moment où ma femme commence à être vraiment genre très tendue quoi. Et donc il lâche l'affaire là-dessus. Pour vous placer un peu le décor, le mec était en train de construire une maison de plein pied, mais il vivait dans une maison qui n'avait pas de mur. C'était des piliers reliés par des moustiquaires avec un toit. Ok. On était dans une espèce de maison où tu vois tout ce qui se passe, il n'y a pas de mur, donc de l'extérieur tu vois complètement l'intérieur. Et dedans, il y a quelques bibliothèques, quelques meubles, mais voilà, c'est assez spartiate. Et donc le mec vit là-dedans avec une très grande philosophie, etc. Et il construit sa maison. Donc petit à petit, nous, on commence à spotter des petits détails qui commencent à nous faire peur. Et moi, je veux pas dire qu'il me fait peur, parce que au dernier woofing qu'on a fait avant, c'était déjà un petit peu bizarre. Et j'avais demandé à partir, et ma femme m'avait convaincu de ne pas partir, et ça s'était bien passé. Donc je me dis, je le trouve chelou. Mais on va faire comme si... On va faire comme si ça marche. Et puis au bout du 3e jour, à force d'engueulades sur le chantier, parce que je faisais pas les choses comme il les attendait, tout le côté un peu bizarre du gars, Leslie vient me voir, et on se pose à une table en extérieur, elle me dit, franchement je pense qu'il faudrait qu'on parte. Je le sens pas, le gars. Et on n'a pas de connexion, il faut qu'on parte. Et on discute en français, ce qui nous arrive jamais. Parce qu'on essaie toujours de parler en anglais pour que tout le monde se sente inclus dans la conversation. Donc là, il comprend que c'est une conversation privée. Et il vient s'asseoir avec nous. En fait, quand Leslie me dit ça, je lui dis, moi je le sens vraiment pas. Il faut qu'on aille chercher les armes qu'il y a dans nos sacs. Comme arme, on avait un taser et une bombe au poivre. Et je lui dis, je le sens vraiment pas, il faut qu'on aille chercher ça avant qu'on ait cette discussion-là, avec lui. Et en fait, en disant ça à Leslie, le mec il débarque, et donc s'assoit à la table, et puis nous dit, bah vous parlez en français, qu'est-ce qui se passe en fait? Le mec, sympa, hein, facile de discuter, rien de méchant, juste bizarre. Et donc je commence à lui expliquer gentiment, je dis, écoute, nous... Ça fait 3 jours qu'on est là, on n'a pas une connexion particulière où on se sent forcément très à l'aise. Donc je pense que simplement on va arrêter l'expérience là, et puis on va prendre nos affaires et partir. Là-dessus le mec switch, il devient extrêmement agressif. Ah oui, donc vous venez chez moi, vous bouffez ma bouffe, et en plus de ça vous voulez pas finir le contrat oral qu'on a établi, c'est un contrat oral. Vous êtes obligé de rester avec nous et vous allez bosser pendant 2 semaines. Si vous voulez pas bosser pendant 2 semaines, vous allez me payer 25$ par nuit et par personne pour le prêt du terrain sur lequel vous avez posé votre tente, parce qu'on dort en tente. Sur le moment, ça me fait rire. Je me dis, oh c'est gonflé, tu vois. Donc je rigole un peu et je vois dans son regard qu'il est très très sérieux quoi. Donc j'arrête de rire. Parce que je le sens un peu instable. T'avais peur de quoi à ce moment-là? Tu t'es dit quoi? Moi, ce dont j'avais peur, si tu veux, c'est qu'il faut se mettre dans le contexte. T'es à l'autre bout du monde. Tout seul, en soi. Le plus proche voisin
Il se trouve à 1 kilomètre. T'es dans une forêt où il y a 3 des serpents les plus dangereux au monde, donc tu t'amuses pas à aller faire du trek tout seul dans la forêt. Et en plus de ça, il y a énormément de faune. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de trucs, donc voilà, ça peut être un peu angoissant aussi. Et quand t'es à l'étranger, il y a quand même un peu une règle, c'est ne te bats pas, ne te mets pas dans des situations d'angoisse, parce que en fait, suivant le pays, ça peut vraiment te mettre dans la merde. Donc on se retrouve avec ce type complètement taré qui me fait du racket, et qui est très vif, très énervé, agité quoi. Là-dessus, je comprends que si on veut avoir la paix et si on veut rester un peu en sécurité, moi je dois lui dire que je vais lui donner l'argent. Donc je finis par lui dire, je vais donner ton argent, maintenant nous, on va aller faire nos affaires et on va s'en aller quoi. Et là-dessus, le gars il part avec l'argent mais toujours très énervé. Et je commence vraiment à avoir peur pour le coup, parce qu'il n'a pas un comportement normal, il est très agité. Et le mec est quand même assez costaud, hein. C'est une bonne armoire à glace qui bosse sur les chantiers, donc un bon bébé. Tu rigoles pas avec lui quoi. Moi je fais 63 kilos. J'envoie ma femme chercher les affaires à la tente, qui est à 300 mètres de la baraque, quoi, posée dans la forêt. Et moi j'ai encore des affaires à aller récupérer dans sa maison à lui. Donc je me dis, allez let's go, on va récupérer les affaires dans la maison. Et là je rentre dans la maison, il se met à me suivre d'extrêmement près, à vraiment me coller quoi. Et donc je me retrouve, il y a mon sac entre 2 bibliothèques, donc je suis vraiment dans un couloir enfermé, avec mon sac au bout, et le trou de balle taré derrière. Si tu veux. Donc je me baisse, je fais mes affaires, et il commence à m'insulter. Il commence à me dire, ouais, vous êtes des enculés, vous bossez pas comme il faut, vous vous barrez, je récupère le fric, mais moi ça me suffit pas, etc. etc. Il commence à me mettre une vraie grosse pression. Là-dessus, je finis mon sac, je le mets sur le dos, je me relève, et je vais pour partir, et évidemment, il me bloque le chemin. Donc on a une discussion face à face très compliquée, où je me dis, bon là, il faut pas montrer que t'es en train de chier dans ton froc, si tu veux. Et je reste assez stoïque, assez pour qu'ils finissent par me laisser passer. Donc là-dessus, je me dis, bon là, on est vraiment en danger, il y a que lui sur le terrain et nous, donc c'est compliqué. Et je me dis, il faut qu'on prévienne nos proches qu'on est dans une situation compliquée. Or, l'endroit où on était, il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait qu'une connexion par satellite. Et la connexion par satellite était dans sa baraque branchée. On peut communiquer avec l'extérieur, mais il nous a toujours dit, ne le faites pas, ça me coûte énormément d'argent. Et c'est vrai qu'une connexion par satellite, ça coûte des ronds, tu vois. Mais là, je me dis, c'est un cas d'extrême urgence, donc on va quand même passer un coup de fil au père. Donc, j'appelle mon papa en partant vers la tente. Et puis, je commence doucement à raconter à mon père. J'ai juste le temps de lui dire, écoute papa, là, on est en situation de danger. On est à tel endroit. Et en me retournant, en allant parler du gars, parce que du coup, tu sais, quand tu parles de quelqu'un, t'as vite tendance à te retourner, à regarder s'il est pas dans le coin, tu vois. Donc, je commence à parler de lui. Je lui dis, on est avec un mec qui est obviously fou. Et je me retourne et je regarde dans la maison et je vois qu'il me regarde. Je suis au téléphone, il tient la multiprise dans la main, dans laquelle il y a le truc par satellite. Et il me regarde droit dans les yeux et il débranche tout. Tu vois. Donc plus de réseau, je viens de laisser mon père en lui disant je suis en danger, tu vois. Et là je me dis ok, lui il est vraiment fou. Donc on prend les armes, les tasers, les bombes au poivre, etc. Et on commence à partir direction sa maison. On a rangé notre tente en 3 minutes, je crois. Oui, au début, j'ai dit à ma femme, cours chez les voisins, cours dans la forêt, pars tout droit, casse-toi. Et voilà, mais le truc, c'est que bon, c'est pas safe, quoi. Comme je te dis, la forêt, c'est bien habité. Donc elle me dit, non, on va rester ensemble et tout. D'accord. Et donc, on repart et on passe forcément devant la maison. Le mec nous attend devant son pick-up. Donc, il m'a mis des coups de pression, il avait l'air vraiment fou. Et là, d'un coup, il est extrêmement calme, zen et gentil. Et là, il me regarde dans les yeux et il me dit « Si ça vous dit, je vous emmène, moi, parce que la prochaine ville, elle est quand même à 30 minutes de route. Hein. Vous vous rendez compte, c'est loin. » Donc là, je le regarde et je lui dis « Jamais de ma vie, je mettrai un pied dans ta bagnole. » On part tous les deux bras dessus, bras dessous. Et en fait, il y avait 15 minutes de marche, ne serait-ce que pour sortir de sa propriété. Et pendant les 15 minutes, 15 minutes plus long il de ta était vie. à 30 cm dans mon dos, en train de nous insulter. En fait, c'était par alternance. Des fois, il disait rien. Et donc, du coup, tu l'entendais pas vraiment. Tu as juste un peu marché derrière toi avec une présence hostile, quoi. Et d'un coup, il pétait les plombs.
hors de l'ambiance. T'as moyen de couper. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas prévu. Les trucs se mettent à s'allumer tout seul. Tout va bien. Tu sais comment l'éteindre? Ça s'éteint au moins ou pas? Ouais, parfait. Parfait. Génial. Merci. Je jure que non. Je jure que non. Du coup, le gars vous suivait. Du coup, le gars nous suit. Par alternance, il nous insulte copieusement en nous disant que si on revient ici, il nous crève, en gros, hein, globalement. Et de temps en temps, il dit rien. Mais à tel point que j'avais ma femme donc à côté de moi qui me jetait derrière et qui me disait « Il est toujours là ?» Et moi qui tapais un léger regard comme ça, « Il est toujours là ?» Tu vois? Et j'ai jamais autant serré une bombe au poivre fort dans ma main que ce jour-là. Et pendant 15 minutes, donc on s'est tapé ça. On est arrivé à la fin de son terrain. Il vous a lâché? Et il est reparti dans la forêt. Ok. Et nous, on s'est retrouvés au milieu de nulle part. Ouais, sous 40 degrés, 25 kilos de backpack chacun. Avec Sans personne flotte, qui est sans vraiment au rien. courant. Avec personne qui ça. Au milieu de nulle part. Ouais. On est arrivé à la police derrière pour un peu dire ce qui s'était passé et tout. J'ai commencé à raconter l'histoire, le flic m'a arrêté. Il dit vous inquiétez pas, on connaît la suite. Ça arrive souvent. T'es là, d'accord. Et la dernière fois, c'était une jeune fille seule qui est partie sans ses affaires. Parce que le mec lui a dit tu me donnes de l'argent ou je les garde tes affaires. tu pars sans tes affaires. Mais si t'as pas d'argent. Dans le monde dans lequel nous vivons, les gens ont souvent tendance à mentir. L'histoire suivante est celle de Sarval. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Mettez-le en commentaire. Donc l'histoire, en fait, j'avais 17 ans, je commençais les petits boulots après les cours, pendant les grandes vacances, et j'ai été pris à la MGN. C'est un centre un peu une EHPAD. Il y a que des vieux, on taffe pendant 8 heures, les écouteurs, des podcasts, du son, un balai, et je fais le tour de l'hôpital. Ça se passe bien, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je tâche, je fais des sous. Et un jour, on m'appelle, mon patron m'appelle, me dit écoute, il y a un de tes collègues du soir qui est absent, on a vraiment besoin que tu le remplaces. Il me dit c'est mieux payé de quelques euros. Je dis ok. Donc je me rends sur place et j'ai pas le même secteur du coup. Il faut savoir que moi j'avais le secteur normalement du haut, mais comme le mec qui s'occupe du secteur du haut était là ce soir-là, moi je devais remplacer un mec du bas. Donc ce que je fais c'est que je commence ma ronde. C'est très simple, tu prends le balai, tu passes le balai, balayette, c'est vraiment tout con. C'est vraiment la planque de fou. Si vous avez la flemme de travailler, vous prenez des sous. Je vous dis, c'est vraiment la planque de fou. Mes écouteurs, section d'assaut, je suis là, je suis en train de casser la démarche. Et à un moment, il y a un bruit qui m'interpelle. Un bruit qui me dérange. J'entends un rire, mais pas un rire joyeux, un rire vraiment triste. Bon, il y a mon Dieu qui crie tous les soirs, qui crie venez me torcher, qui crie des trucs de fou. Donc au final, on laisse passer, mais celui-là, il fait vraiment flipper ce rire. En plus, il n'y a qu'une lumière d'allumée, il n'y a personne dans les couloirs, c'est la fin. Je décide de m'approcher. Et j'arrive devant une chambre, la chambre 14, je me rappelle encore, et elle est fermée. Donc moi, j'ai 17 ans, je me dis, dans ma tête, il fait nuit, c'est un hôpital. Rentre, peut-être qu'il y a une dinguerie qui se passe. C'était un vieux. Qui regardait la télé, qui regardait les informations et qui tapait des barres tout seul. Mais il avait l'air vraiment triste. Et je voyais qu'il était pas bien, je voyais qu'il était en souffrance. C'était un asiatique, et quand je dis là vous dites c'est un petit vieux, le poteau il faisait 2,5 m. 2,5 m, il était debout dans sa chambre en pyjama, devant la télé. Et je vois, limite il sanglote, il rigole, mais il a de la peine. Donc je m'approche, je toque à la porte, pas de réponse. Je me dis, vas-y, rentre, en vrai, ça coûte rien. Je rentre dans la chambre, je dis, monsieur, ça va? Pas de réponse. Monsieur, ça va? Pas de réponse. Je touche l'épaule, il me chope la main, il me regarde et il me dit, t'as baisé ma femme? Moi je commence à flipper, je dis je fais 2,5 m, moi je fais 1,68 m, là comme ça. Là, vraiment il me chope et il commence à me serrer, il me dit t'as baisé ma femme? Moi je commence à me chier dessus. J'essaie de l'enlever, je me dis si jamais je le pousse, il tombe, il se casse le coccyx. Mais je commence à flipper, vraiment j'ai peur, c'est oppressant et il crie sur moi, il m'appelle Edgar. Il dit Edgar, je sais que t'as baisé ma femme. Moi je commence à me chier dessus, j'avais dans la main mon balai. Je lâche mon balai, je commence à essayer de me débattre. Et j'étais au rez-de-chaussée.
et je vois qu'il me tourne dos à la porte. C'est-à-dire qu'il se met dos à la porte, donc moi je suis dos à la fenêtre. Et je vois que je suis vraiment acculé, genre il me chope, il commence à être menaçant. Il me parle de plein de trucs que je comprends pas, il me parle de la guerre, il me parle de l'armée, il me dit que je l'ai trahi, je comprends pas ce qui se passe. Et il me lâche la main et il commence à être menaçant, il se touche la tête comme ça, il regarde par terre, il crie dans tous les sens, et c'est un EHPAD, il y a beaucoup de gens malades. Il y a beaucoup de... Donc moi, au début, je me dis, calme, je vais essayer de leur dire, genre, monsieur, je suis pas Edgar, j'ai rien fait avec votre femme, je la connais pas, laissez-moi sortir. Et là, il commence à vriller. Il se tape une grosse barre, et il me dit, tu vas mourir ce soir. Moi, je me chie dessus, descente d'organes. Il faut savoir que les fenêtres, il y a des barreaux aux fenêtres. Pas que les vieux, ils s'échappent. Donc je suis baisé. Vraiment, c'est le mot, je suis baisé. Et là, à ce moment-là, je me dis, il a sûrement Alzheimer ou une maladie comme ça. Je me dis, il faut que j'arrive à trouver un truc. Et du coup, je rentre dans son jeu, je dis, écoute, oui, mais c'est pas ce que tu crois. Et il dit, ah, je savais que tu l'avais fait. Je dis, écoute, je vais la chercher et on s'explique. Mais il veut pas, je vois qu'il arrive, j'arrive pas à entrer dans son jeu. Il devient de plus en plus menaçant, il me bouscule un petit peu, 2,5 m. Pour moi, je me prends une porte. Vraiment, j'ai 17 ans, j'ai les jambes qui flanchent, je scuscue comme ça là. Il me pousse une première fois, je me retrouve dos au mur. Il me pousse une deuxième fois, et là je me dis, c'est maintenant ou jamais. Je me lève, d'un coup, je le pousse, et je sors de la chambre, et il me suit. Il court pas, mais il me suit. Des longues jambes de 2 mètres, tu vois. Quand il avance, tu vois, moi je fais 4 pas, il en fait un seul, il me rattrape. J'arrive devant le portillon. J'arrive devant le portillon parce que faut taper un code, sinon les vieux ils s'échappent, c'est normal, tu vois. J'arrive au portillon et tout, et je me dis, c'est soit j'ouvre la porte, mais j'aurais pas le temps, j'avais peur de pas avoir le temps. Et tu sais, quand dans mon cas, je réfléchis pas normalement. Et c'est soit à droite il y avait la cantine, soit à gauche il y avait l'escalier qui montait. Et je me dis, oh il est vieux, il n'a pas de cardio, je monte les étages. Il me suit. Il me suit 1 étage, 2 étages, 3 étages. Et je commence à flipper, il n'y a que 5 étages. Je commence à flipper, j'arrive au 4e, je me cache. Il s'arrête comme ça. Et après, il commence à crier à l'aide. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, putain, mais c'est moi qui devrais crier à l'aide. Genre, le poteau, il est vraiment cuisse et tout, genre un grand asiate. Je me dis, waouh, il va me tuer. Et il me dit, il y a quelqu'un, s'il vous plaît, j'ai peur. Moi, je réponds pas trop et tout. Sauf que c'est un hôpital. Les lumières s'allument automatiquement. Donc moi, je vais pour faire reculer, la lumière s'allume et il me voit dans ce champ de vision. Il me voit, il me fait, jeune homme, vous pouvez m'aider? Où est-ce que je suis? Là, je comprends qu'il est juste malade. Je le ramène à sa chambre. Et en fait, bah, j'ai pas pu finir mon service. J'ai quitté l'hôpital. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, il y a des collègues qui ont vu ce qui s'est passé par les caméras, où tout est filmé là-bas. Et ils disent que c'est pas la première fois que ça arrive et tout, et qu'il y a une fois, il y a un mec un peu plus vieux que moi qui s'est fait frapper par ce vieux. Ok. Il s'est frappé, c'est un pauvre monsieur qui est là depuis 5 ou 6 ans, qui a Alzheimer et qui est juste malade, quoi. Et je me suis chié dessus. Maintenant, nous allons passer à l'histoire de Claire. Toujours le même système. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? C'était un soir normal, donc on va dire que c'était la semaine dernière. Il était chez un ami à lui. Il jouait aux jeux vidéo. La soirée jeu donc, se déroule tranquillement. Et vers les coups de 23h30, minuit, il dit bon, je vais quand même rentrer chez moi. Il se fait tard, je me lève tôt demain. Je vais rentrer. Du coup, il prend ses affaires et il s'en va. Donc, sachant que son ami habite à 10 minutes en voiture de chez lui, où il habite. Donc, il prend sa voiture et il se dirige vers chez lui. Il prend une route qu'il connaît très bien. Voilà, tout se passe bien. Il a un chemin en tête. Il a son chemin en tête. Sauf que ce soir, il y avait des travaux. Justement, là où il devait tourner à gauche. Il y avait des travaux, donc il ne pouvait pas tourner. Il se dit, bon, c'est pas grave. Je connais un autre chemin, c'est à peu près le même temps. Je vais le prendre. Donc il continue tout droit. Puis, il prend une route. Et cette route,
passe donc sous un pont. Un pont à sens alterné, donc il y a la place que pour une seule voiture de passer. Il arrive vers ce pont, puis il voit une forme sur la route. De loin, il la voit, il a ses pleins phares. Et il se dit, bon, c'est pas grave, c'est certainement un animal. Dommage pour lui, mais après, on peut rien faire, je vais rouler par-dessus doucement. Bon. Il s'approche, petit à petit, arrivé à environ 10-5 mètres de cet animal. Il s'aperçoit que c'est pas un animal. C'est une forme humaine, allongée au milieu de la route, de la taille d'un enfant de 10 ans, une fille, habillée en blanc, les cheveux noirs, en plein milieu de la route. Donc là, il ne réfléchit pas. Premier réflexe, évidemment, courageux comme il est, il fait demi-tour. Et donc ça se fait en 10 secondes, il fait demi-tour très vite. Puis il avance 50 mètres, il s'arrête sur le côté, là où c'est à peu près éclairé. Puis il compose le 17 sur son téléphone, pour prévenir, juste pour prévenir. On rappelle, il a fait demi-tour parce qu'il a eu peur, il regarde beaucoup de films, et il s'est dit, c'est pas normal, elle est pas là par hasard. Donc il a fait demi-tour, il appelle le 17. Au bout du fil, donc la police, il explique la situation, mais c'était pas la police d'ici. C'était la nuit, donc c'était la police d'Annecy, sachant que l'histoire s'est déroulée dans le coin. Donc ils ne savent pas où il est, ils le géolocalisent quand même. Ils racontent l'histoire. Sauf que les policiers ne le prennent pas au sérieux. Évidemment, il est minuit, c'est bientôt Halloween. Un mec qui appelle la police disant « Il y a une poupée au milieu de la route, j'ai peur », c'est pas... Enfin, ils le prennent pas au sérieux. Donc ils racontent quand même, ils prennent ses coordonnées, son numéro de téléphone, son nom, son prénom, son âge, tout. Puis ils disent « Vous êtes sûr que c'était une poupée ?» Il dit « De mémoire, oui. Parce qu'il faut quand même vérifier que ce soit pas une fille blessée, un enfant. » Il dit « Oui, je pense que c'est une poupée, je suis quasi sûr, mais j'ai pas envie d'y retourner. » Les policiers ils disent il faut quand même aller vérifier, parce que si c'est un enfant qui est blessé, il faut qu'on envoie des secours immédiatement. Il dit d'accord, je vais aller voir, mais je ne fais rien, je m'approche, je ne passerai pas par-dessus. Puis il dit quand même ça me fait peur, j'ai pas trop envie d'y retourner, mais je vais quand même le faire. Puis au bout du fil, il entend quand même que ça se moque de lui au téléphone. Donc il s'approche, très prudemment. Donc il s'enfonce à peu près un peu dans la pénombre, parce que le tunnel n'est pas éclairé. Plein phare, il avance doucement. À 10 mètres, il s'arrête, il dit « C'est une poupée, c'est sûr et certain, c'est une poupée. » Il dit « D'accord, bah dans ces cas-là, si c'est une poupée, descendez de la voiture, approchez-vous, puis mettez-la sur le côté. » Il dit « Non, je ne vais pas descendre de la voiture, cette poupée me fait peur, puis... c'est pas normal qu'il y en ait une ici. » Donc il s'approche, il dit « Je m'approche, je vais passer par-dessus, puis bah, s'il se passe rien, c'est une fausse alerte. » Il passe tranquillement, il ferme, il verrouille ses portes évidemment, puis la police il dit « Vous en faites pas, on reste en ligne avec vous s'il se passe quoi que ce soit. » Il passe doucement dessus, doucement, il avance, puis au moment où la poupée est sous la voiture, il voit quelqu'un qui sort du chemin juste après le tunnel. Un grand homme, d'1m80 à peu près, un masque blanc, un corps sur l'épaule, qui avance vers sa voiture. Il ne réfléchit même pas, il accélère, très vite. Il est à 80 en ville. Il arrive à un deuxième rond-point, il ne veut pas s'arrêter parce que bon, il fait nuit, on ne sait jamais, la personne peut le rattraper, peut voler sa voiture, casser la voiture, on ne sait pas. Donc il arrive au rond-point, il fait plusieurs tours. Puis là, il voit une voiture arriver dans le rond-point, bon, banal, il a toujours la police au téléphone. Il leur raconte ce qui s'est passé. Il fait un tour, puis deux, puis la voiture fait un tour, puis deux. Il dit, c'est pas normal. Je vais quand même continuer de faire un tour. Je préviens la police qu'une voiture me suit. Elle fait un tour de plus. Il prend une route, il prend une sortie, il s'en va vite. Il voit dans son rétro, la voiture le suit. Il n'arrive pas à savoir qui est dans la voiture,
quel modèle c'est, sachant que la voiture derrière lui, est à ses pleins phares. Il roule à 80, rappelons-le, sur une route limitée à 50. Mais la voiture derrière la colle à 1 mètre. Donc il ne peut pas ralentir. Puis il raconte tout ça en même temps à la police. Pardon. Puis il dit non mais là, la voiture me suit à 1 mètre, elle va me doubler, elle va ralentir en face de moi, je vais être en danger. Puis ça ne manque pas, la voiture le double, se met devant lui et ralentit. Heureusement, il l'a fait juste avant un virage. Donc Thomas prend le virage à gauche, puis il roule très vite. Il regarde dans le rétro si la voiture le suit, elle recule, elle prend le même chemin que lui et elle le reçut. Tout ça avec la police au téléphone. Donc en panique, il tremble, il roule encore très vite. Puis il raconte tout ce qui s'est passé. La voiture, en doublant, il a réussi à relever la plaque d'immatriculation, le modèle. Donc, il le dit directement au policier. Puis dans ces cas-là, il dit vous êtes sûr qu'elle vous suit? Dirigez-vous directement au commissariat. Donc c'est ce qu'il fait. Il va en ville, là où il y a le plus de monde. Il se dirige au commissariat, toujours avec la police au téléphone. Puis il dit c'est bon, j'ai réussi à semer la voiture. Mais paniqué. Il arrive au commissariat. Il dit bon, est-ce que c'est bon, l'appel, on peut raccrocher? Là, je vais aller au commissariat leur raconter. Il est paniqué, il n'a pas envie de sortir, évidemment, il a peur que la voiture arrive d'un moment à l'autre. Mais l'appel se termine. Il va au commissariat, il leur raconte ce qui s'est passé. La police le rit au nez. Il ne le laisse pas rentrer, sachant que c'est un interphone. Il dit revenez demain pour raconter votre histoire. Il dit non, j'aimerais porter plainte ce soir. Il dit non, revenez demain. Je dis non, mais j'aimerais que vous envoyiez une patrouille. Ils disent d'accord, bon, on va envoyer une patrouille. Au revoir, monsieur. Donc il est paniqué, il retourne dans sa voiture, il verrouille. Puis il appelle quelqu'un parce qu'il n'ose plus rentrer chez lui. Sachant que ça s'est passé à une centaine de mètres de chez lui. Donc s'il retourne chez lui, il peut très bien y avoir la poupée, puis la voiture, puis l'homme. Donc il appelle quelqu'un de sa famille pour qu'il vienne le chercher. Tellement il a peur. Puis il ne saura jamais si la personne voulait du mal, voulait lui voler la voiture. Il ne saura jamais. Puis il est rentré chez lui. Il est encore un peu sous le choc aujourd'hui. Il a peur dès qu'il conduit la nuit, il ne passe plus sous le pont, évidemment, sauf de jour, parce que là il y a le plus de monde. Puis voilà. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. On en a quand même une. Et du coup, est-ce que tu peux me dire si c'est vrai ou pas? Cette histoire est 100% vraie. Ça s'est passé la semaine dernière. Serval a une deuxième histoire à nous raconter. Et à la fin de celle-ci, nous saurons laquelle des deux était vraie. C'est une histoire d'un de mes dates que j'ai eu. Il y a un date que j'ai eu il y a environ en 2022, donc il y a 1 an. Une grosse année. J'étais en Corse. Après ma rupture, je suis allé voir des amis en Corse. Je voulais vraiment quitter la France. Enfin, même si la Corse c'est un peu en France. Je voulais vraiment quitter tout cet endroit et tout, plus voir les gens que je connais. Je suis allé voir un ami de longue date qui avait déménagé là-bas et qui était dans la restauration. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je prends le bateau pour aller en Corse. J'arrive là-bas, il me récupère, on passe la semaine ensemble. On sort souvent, mais le soir, je suis pas dans le mood de sortir, tu vois. Vraiment, tu sais, t'es pas track, t'as pas envie de voir des gens. Et un soir, il me dit, écoute, il y a mes collègues de taf qui sortent ce soir, viens avec nous. Et il insiste vraiment, il dit vraiment, viens mec, viens. Et je dis, écoute, bah, mec, t'es bizarre, mais vas-y, go. Il me dit, habille-toi bien. Là, je comprends que c'est... Il me dit, ouais, c'est un endroit chic et tout. Je dis, ok, donc je m'habille bien, petit jean, petite paire et tout. J'arrive là-bas, c'est pas du tout chic. C'est vraiment un bar, comme il y en a des centaines de milliers. Et je dis, tu te fous de ma gueule? Il me dit, non, mais t'inquiète, mec, vraiment, c'est un endroit chic. Je dis, mais mec, c'est dégueulasse comme endroit. Il me dit, non, t'inquiète. Donc je m'assois, il y a ses potes qui sont là et tout. Je parle, je discute, les gens sont super sympas. Et ils semblent tous regarder la porte, en mode, ils se regardent comme s'ils attendaient quelqu'un. Donc je lui dis, t'attends quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, t'inquiète. On attend 10, 20 minutes.
Et au bout d'une trentaine de minutes, il y a une fille qui passe la porte. Grand sourire, très bien habillée, franchement. Je pense qu'on lui a aussi dit que c'était chic. Elle arrive et elle dit bonjour tout le monde. Elle fait « Oh, t'as pu venir, c'est trop cool !» Là, je me dis chelou, je la connais pas du tout. Mais j'ai peur de l'avoir oublié, de l'avoir déjà vue. Donc je dis « Ouais, je suis venu et tout, comment tu vas ?» On parle un peu et tout. L'ambiance est vraiment bonne, on est 7. Donc c'est super sympa comme ambiance. Et au bout de 20 minutes, mon pote me dit « Bah, je vais récupérer ma copine. Qui vient avec moi ?» On est 7, il y a 5 places dans une voiture. Comme par hasard, je me suis retrouvé tout seul avec la fille. Là, j'ai compris que mon pote ne reviendrait pas et que c'était clairement un traquenard. Vu comment elle est vraiment insistante, comment elle me parle, comment elle me regarde. Donc, je me dis, ça coûte rien, je parle avec elle. S'il y a feeling, on dit un pote, mais voilà, vraiment rien de plus. On parle, la meuf est super sympa, super... c'est un rayon de soleil, vraiment, c'est... Je parle avec elle, c'est vraiment cool, joyeuse, ça me fait du bien de parler avec quelqu'un. Et à un moment, elle commence à me parler, elle me demande « Sinon, toi, t'es célibataire ou... » Ah, je dis « Ouais », je lui explique un petit peu la situation, je dis « Mais c'est compliqué, franchement, les relations, c'est pas tout le temps ça. » Et elle me dit « Ah ouais, je te comprends totalement. » Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Non, laisse tomber. » Et moi, c'est un truc que je déteste, c'est que les gens qui me disent « Laisse tomber. » Je suis un gros forceur, un très très gros forceur, je vous le dis directement. Et je lui dis « Comment ça, laisse tomber ?» Elle me dit « Non, laisse tomber vraiment. » Je dis « Écoute, c'est relou, si tu veux pas que je parte maintenant... » Ouais, je suis cash. Si tu veux pas que je parte maintenant, dis-moi. Elle me dit « Non, mais c'est que voilà, c'était compliqué avec mon ex, c'est très mal passé. » Et elle me fait comprendre qu'il était violent. Donc là, je m'en vais un peu d'avoir forcé. Je dis « Ah, je suis désolé, tout ça, c'est dégueulasse, vraiment, c'est pas tolérable. » Elle me dit « T'inquiète pas, là où il est, il fera plus mal à personne. » Petite clim, tu vois. Petite clim, je suis du cul, je suis en mode... Qu'est-ce qu'il raconte? Je lui parle, je dis « Comment ça, il fera plus mal à personne et tout ?» Elle me dit « Non, mais on s'en fout. Viens, le moment est cool, on s'en bat les couilles de mon ex. » Je me dis « Elle a pas tort, tout ça. » Mais je garde l'idée dans un coin de la tête, tu vois. Je me dis « On est en Corse, les Corses, c'est des... Ils sont cool, les Corses. » Voilà, hein. Les Corses sont le sang chaud, quoi. Et elle piave. Vraiment, elle y va. 2, 3, 4 verres de plein d'alcool. Moi, je carbure au coca, je bois pas d'alcool. Et du coup, elle commence un peu à se désinhiber, elle commence un peu à rentrer dans le truc, elle devient bien loquace. Et je lui dis, là, moi, comme je suis un forceur, je lâche pas l'affaire. Je lui dis, par rapport à ton ex, comment ça, il fera plus de mal là où il est? Et là, il y a plus de laisse tomber, vraiment, grave loquace, la meuf. Elle me dit, ah... Et là, elle me raconte. Un soir, ils étaient chez eux, ils vivaient ensemble, et il la frappait. Elle frappait très souvent. Et un soir, ça a été la frappe de trop. Elle en a eu marre et elle appelle son grand frère. Elle dit, écoute, je te l'ai pas dit, mais il me frappe. Il me frappe souvent. Je sais pas quoi faire. Son frère lui dit, va te coucher à côté de lui et laisse la porte d'entrée ouverte. Moi, je commence à me dire, mais c'est quoi l'histoire? Genre, je fais genre, je suis intéressé et pour moi, c'est normal, alors qu'en vrai, je me dis, chelou un peu le début d'histoire, tu vois. Il n'y a pas grand chose qui me font peur, sauf les grands chinois, tu vois. Mais franchement, je me dis, un peu chaud la meuf, franchement. Je parle avec elle et elle me dit qu'elle s'endort tranquillement, elle fait genre tout va bien. Et que vers 1h du matin, elle est réveillée par des cris. Les cris de son mec dans le salon. Et il y a 3 autres voix. Et elle reconnaît la voix de son frère. Elle arrive dans le salon, 3 mecs cagoulés. Son mec en pyjama, par terre. Le mec en pyjama par terre. Je jure que je fais rien. Je jure que je fais rien. Le mec en pyjama par terre qui est vraiment en train de se faire mêler, tu vois. Elle flippe parce que même si cet homme lui a fait du mal, c'est son mec, tu vois, elle est dans le truc sentimental, elle flippe et elle me dit qu'elle connaît son frère et que c'est quelqu'un de violent. Premier rendez-vous, la meuf elle me raconte ça, je suis en mode waouh, alors toi, on va pas se revoir, je te le dis. Elle me raconte tout ça et tout. Et je lui dis, et moi je fais genre, pour pas qu'elle s'arrête, pour pas qu'elle voit que je suis choqué, je fais genre c'est normal. Je dis, moi tu sais j'ai 2 sœurs et tout, franchement, je comprends, c'est inadmissible, j'en fais pareil. Pas du tout. Mais du coup je fais genre pour qu'elle continue. Elle me dit, ah tu comprends? Je dis, oui je comprends totalement. Elle continue l'histoire, elle me dit que son frère, à un moment il s'arrête de frapper le mec, et il dit à sa sœur, descends. Ils prennent le mec, ils le chargent dans la voiture, et ils roulent.
Elle m'a dit qu'ils ont roulé pendant, je sais plus le nombre exact, mais ils ont roulé une bonne demi-heure. Et il faut savoir que la Corse, c'est vraiment des villages, une longue route où il n'y a rien. Genre vraiment c'est désertique, puis un village, puis des champs, de la mer, des villages. C'est vraiment sympa. Ils s'arrêtent près d'une route où il n'y a rien à 10 km à droite, rien à 10 km à gauche. Ils s'arrêtent au bord de la route. Et le mec sort du coup le petit ami qui est en train de flipper et en train de souffrir, le met sur le bord de la route. Et il dit à sa sœur, il lui tend un objet, je sais pas ce que c'était, je crois que c'était une batte, ou un truc dans le genre, un bâton, et il dit frappe-le maintenant. Moi je suis en train de... Tu sais, petite clim, deuxième clim, elle me dit, je te jure, je voulais pas le faire, mais j'avais peur de mon frère. Et du coup, bah, elle prend l'objet, et elle frappe. Une fois, 2 fois. Mais elle frappe, elle me dit, je le frappe sans mettre de la force, parce que vraiment je l'aime malgré tout, et j'ai vraiment peur de mon frère. Le frère se rend compte qu'il n'y a pas de force. Il dit non, comme ça. Il prend l'objet et il l'explose sur la figure du mec. Le mec il tombe par terre et il se relève pas. Là, 3e clim, mes jambes elles commencent à flancher, je suis en train de me dire waouh, faut vraiment que je me casse d'ici, genre. Même si, enfin, elle est complice de meurtre quoi, si jamais. Et elle me dit, elle me raconte, la meuf complètement, elle reprend des verres donc elle parle encore plus. Et elle me dit, je l'ai vu par terre, pas bouger. Et j'ai vu mon frère et son ami le prendre et le mettre dans le coffre. Moi je me dis, spécial un peu le rendez-vous quoi. Il roule, encore 30 minutes, il s'arrête au bord de la mer. Mais c'est pas des plages comme à Evian, voilà, c'est vraiment des fois il y a des cailloux, il y a des trucs, vraiment c'est des rochers. Et il le balance par-dessus la mer. Alors bien sûr, si je te dis qu'ils ne sont pas fait arrêter, ça serait mentir. Elle me dit que son frère aujourd'hui il purge une peine parce que bah, ils l'ont remonté. Les 2 autres aussi, mais ils n'ont pas dénoncé la sœur qui a pu elle passer entre mailles du filet. Elle me dit tout ça et moi je suis là, je la regarde, je comprends pas trop. Et en fait le temps se fige. Je commence à avoir les oreilles qui se bouchent, je commence à avoir les jambes qui tremblent. Et en fait, je sais pas, je suis pas menacé, mais je me sens quand même pas bien. Je me sens, il faut que je me casse. Et là, elle me dit, tu me ramènes chez moi? Et en fait, sans même que je le veuille, je réponds oui. Parce que je me dis, si jamais je lui dis non, peut-être qu'il va mal le prendre, peut-être qu'il va avoir représailles. Je suis en Corse, je suis pas chez moi. Comme tout à l'heure Titus, t'es pas chez toi, tu sais pas comment ça se passe. Il y a plein de clichés sur les Corses qui n'aiment pas les Français. En plus de ça, je suis pas 100% français, je suis aussi maghrébin, donc ça rajoute une couche. À ce moment-là, je me dis, en plus à l'époque j'avais les gros cheveux vraiment genre, et je me dis je suis dans la merde en fait là. Donc je lui dis oui et on marche. C'était 5 minutes ou 6 minutes du bar. C'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. On marche et elle commence à me parler, elle me dit ah et tu comptes revenir? Moi j'aime bien la France, Paris, tout ça. Moi je l'écoute même pas, je m'en bats les couilles, genre je suis en mode ouais de ouf les croissants, tout ça Paris. On marche, je suis en mode putain je regarde mon téléphone. Mon pote m'avait envoyé un message 1 heure auparavant me disant je viens te récupérer à telle heure si jamais tu finis pas chez elle. Là je lui dis j'ai pas fini chez elle, ramène-toi, genre dépêche-toi. Et j'arrive en bas de chez elle et elle me dit ça te dirait de monter pour un dernier verre? Et là je commence à flipper, genre je me dis si je dis oui, je suis dans la merde, si je dis non, je sais pas ce qui va se passer tu vois. La meuf elle est là, elle est insistante, elle dit allez viens écoute, il y a du coca si tu veux, il y a tout ce qu'il faut. Je dis ouais non, tu sais demain je dois repartir et tout. Ça. Elle me dit allez ça sera rapide, t'inquiète, on boit un coup. Et là genre là je sais pas ce qui me prend, genre je lui dis écoute j'ai envie de chier là, faut vraiment que tu me laisses. Je sais pas c'est un truc qui me passe par la tête, je me dis perdu par perdu, voilà. Elle me dit mais il y a des t-shirts chez moi. Je dis non, il faut vraiment que j'y aille là. Salut. Je fais demi-tour, je me tape une barre parce que je viens de faire une dinguerie, je viens de dire que j'avais envie de chier. Je dis putain je suis vraiment trop fort. Et je marche comme ça et genre le problème c'est que moi j'avais passé mon numéro de téléphone tu vois. J'arrive du coup au bar, mon pote me récupère et je commence à je lui dis t'es au courant que la meuf elle a buté un mec? Il me dit bah ouais tout le monde le sait ça.
Je dis, comment ça, tout le monde le sait? Il me dit, c'est pas elle qui l'a tué, ça va. Je dis, mais t'es sérieux? Je dis, mec, tu m'as vraiment envoyé dans un date avec une meuf qui a tabassé son mec, quoi. Et qui a aidé son frère à jeter à l'eau. Et il commence à me parler, il me dit que tout le monde est au courant de cette histoire ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a plus de copains depuis, que plus aucun mec ne veut d'elle. Tu m'étonnes. Main en l'air si vous pensez que c'est vrai. Alors, il y en a moins que pour la première. Ouais. Mais il y a un petit 40-60. Ok. On va d'abord vérifier la première Alors, histoire. faut savoir qu'il y a une histoire vraie et une histoire fausse. Ah putain, ça, j'aime. Belle initiative. Et la fausse, c'est la première histoire. Donc j'ai vraiment vécu l'histoire en Corse, j'ai vraiment vécu tout ça. Et on arrive au moment le plus attendu de tout le monde, bien évidemment, mon histoire à moi. Cette histoire est comme l'anecdote de Titus, 100% vérité. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre des images trouvées sur internet. Ce ne sont que des images que j'ai prises moi-même avec ma propre caméra. Ça fait des années que je fais des vidéos sur internet. Et il y a 5 ou 6 ans, je faisais de l'urbex. Donc l'urbex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'exploration urbaine. Donc en gros, je suis le genre de gars assez con pour aller visiter des hôpitaux abandonnés. J'en ai fait 2, 3 et il n'y avait pas de question de fantômes. C'était vraiment juste pour voir si le lieu était beau à l'intérieur, si la vie que les gens avaient. Généralement dans ces lieux, les gens partent et puis ils laissent tout leur objet comme s'ils n'étaient jamais partis. C'est ça qui est intéressant avec l'urbex. Il y a 5 ans, je suis allé visiter un sanatorium. Un sanatorium, c'est, on va dire, un hôpital pour les tuberculeux. À l'époque, il y avait une maladie, la tuberculose. Et en fait, ils mettaient tous les gens avec la même maladie dans ce lieu-là. On arrive dans le lieu, un jour à 17 h, une grande bâtisse, exactement celle que vous pouvez voir dans les vidéos. Un château magnifique, enfin, un grand hôpital. Donc, ce qu'il faut savoir avant de vous mettre plus dans le sujet, c'est de vous dire qu'en fait, moi, je faisais un groupe avec 4 personnes. Enfin, on était 4. Et j'ai toujours instauré une règle, c'est-à-dire que au niveau du paranormal, le cerveau a tendance à souvent imaginer, créer. Il y a des bruits depuis tout à l'heure, on pense que c'est on peut penser que c'est des fantômes ou autre, alors que c'est juste un chat qui est passé ou autre. Il y a des raisons pour les bruits. Donc moi, j'ai toujours dit à mon équipe, si un jour vous entendez des voix, si un jour il y a un truc qui tombe, il y a un bruit bizarre, fermez votre gueule, en fait. Vous le gardez pour vous, ok? Et puis on continue de faire notre petite exploration tranquille. Donc on a fait 2, 3 lieux et on a ressenti des choses, mais vu qu'on gardait ça pour nous, on en a parlé après, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. On revient au sanatorium. On arrive devant la bâtisse et la première mission, la journée, c'est de trouver comment entrer dans la bâtisse. Généralement, c'est des lieux qui sont scellés par des portes bétonnées et tout ça. Impossible de rentrer dans le bâtiment, tout était bétonné. Du coup, on s'est dit, on va faire une exploration juste à côté, là où les aides-soignants habitaient. On prend une échelle, effraction, on prend une échelle, on rentre dans le bâtiment qui était bétonné, mais il restait un petit passage, donc on rentre par ce passage-là. Et ambiance sombre, pas de lumière, il pleuvait, gouttes de pluie, donc comme je dis, gouttes de pluie, ça peut tomber sur des endroits qui font des bruits qu'on ne connaît pas dans la vie de tous les jours, donc on flippe, mais on le garde pour nous. On trouve des vieilles photos, des vieilles pellicules. Il y en avait peut-être une centaine, 200, et sur chaque pellicule, il y avait des gens. Donc je vous dis juste pour vous mettre dans le mood. Imaginez, vous êtes dans un endroit abandonné, vous voyez des pellicules par terre, et il y a une personne sur chaque pellicule. C'est pas genre des photos de vacances, tu te dis pourquoi ils ont fait ça. On visite le lieu, tout est mignon, 3 h du matin pour le coup, et on se dit, on revient dans une semaine, on va tout faire pour aller dans le lieu principal, le sanatorium. On part, on est content, tout va bien, on va dans le sanatorium une semaine après. Là, il y a un mur de béton étonnamment qui était pété. Je tiens déjà à dire que toute cette histoire est vraie, ok? Il y a un mur qui est pété, on rentre dans le sanatorium, on fait la visite. Ça devient le lieu où on est content d'y être. On se dit, putain, c'est tellement beau! Le lieu, il a brûlé, donc tu rentres dans le lieu, il y a une odeur de cramé,
il y a tous les dossiers des patients qu'on cramait, mais il en reste un peu, donc on regarde. Si vous connaissez un peu l'Urbex, vous pouvez comprendre ce passage de « on découvre ». Tout se passe très bien, excellemment très bien. On finit, on était à 4, et on se dit « waouh, on a réussi à rentrer dedans, on a fait une très belle découverte, on a fait 1 ou 2 étages, on n'a pas tout fait, il y en avait 5 si je ne me trompe pas. » Et c'est là que ça part en couille, c'est qu'on rentre chez nous, et j'ai un ami, il m'appelle. Moi je l'appelle le petit bâtard aujourd'hui, pour l'histoire, mais je l'appelle vraiment comme ça. Le mec m'appelle, il me dit écoute, j'ai vu, t'es allé au sanatorium, et j'ai envie de me mettre à chasser les fantômes. Donc moi j'y vais pas dans ce but là, moi c'est clairement pas mon but en fait. Et comme un con je lui dis bah écoute ouais j'y retourne. Je lui dis il n'y a aucun problème avec ça, je connais le lieu, je vais venir avec toi et on va chasser le fantôme. Et c'était la plus mauvaise décision de toute ma vie, qui je l'avoue aujourd'hui, j'en parle en riant, avec le sourire, mais je le regretterai toute ma vie. On part à 4, mon meilleur ami, le chasseur de fantômes, et un autre gars qui venait juste pour la sécurité, donc je lui filais ma batte de sécurité, et puis voilà. Parce qu'il peut y avoir des toxicos ou autres dans ces lieux-là, des gens qui ont besoin de dormir, donc qui se réfugient. Donc je les frappe. Donc je les frappe, je les tabasse à mort, et après je dis c'est ma sœur. Attends. En fait, chaque bruit et autre, les gens peuvent venir t'agresser. Donc je tape pas, mais au cas où il y a une agression, courir, c'est pas forcément la meilleure solution dans ces cas-là, parce qu'on connaît pas forcément le lieu. On rentre dans le lieu, et mon ami, chasseur de fantômes, captait les fantômes avec son iPhone. J'ai vu le regard là. On est d'accord, il n'y a aucun but et aucun intérêt de chasser les fantômes avec son iPhone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai toujours eu un terrain avec tout ce qui est paranormal. Et donc j'ai dit, fais ton truc de ton côté, nous on fait notre exploration, on te sécurise. Mais quand j'ai vu qu'il avait son iPhone, je me suis dit, là, ça pue. En fait, cette histoire, elle commence déjà à... Ça va pas en fait. On commence à regarder. Donc lui, il parle. Donc comme sur YouTube, il commence à faire ses petites phrases. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je vous dérange? Et dans ma tête, je me dis, frère, t'as un iPhone 6 dans ta main. Donc si t'as une réponse, tu l'entendras pas. Ah, ça date l'histoire. Non, c'est iPhone 6, 8, enfin, il avait un vieux iPhone, quoi. Et du coup, je me dis, bah, de toute façon, on va faire notre truc de notre côté, et on espère quand même que, pour une fois, ça va pas me toucher. J'en ai d'autres histoires, mais celle-là, c'est la principale. J'espère que pour une fois, ça va pas me toucher. On fait le rez-de-chaussée, tout se passe bien. Dans ma tête, je me dis, je connais le lieu. Le rez-de-chaussée, je l'ai déjà fait. Et là, il dit, j'ai envie d'aller voir la morgue. Premier degré. Et désolé les parents, mais j'ai dit on va voir la morgue. On va la trouver. La morgue, généralement dans ces bâtiments, c'est au sous-sol. Donc c'est simple, on a un escalier où pendant toutes les autres fois, on s'est dit on ne prend pas cet escalier. Bah là on se dit on va chercher cet escalier. Donc qu'est-ce qui se passe? On trouve l'escalier, on commence à descendre. Escalier super long, en colimaçon, je crois qu'on dit ça comme ça, enfin en rond. On descend, on descend, on descend. Donc moi, comme d'habitude, premier, parce que c'est moi qui dois guider les autres. On descend, on arrive dans une petite ruelle dans le bâtiment. Et on n'a même pas le temps de trouver la morgue. Il s'est passé un truc de malade. On commence à avancer, et là je dis au gars, on arrête de parler. J'entends un chien. Et il peut y avoir justement, comme je disais, des tox avec des chiens, tu vois, des gars... Non, pas de batte, non, laisse-moi tranquille. Donc je dis au gars, pas de bruit. Parce que là, en fait, moi, j'ai besoin d'écouter. J'ai besoin de... Il faut du silence, en fait. Donc, si je dis on avance, on avance. Si je dis on recule, on recule. Je dis, j'entends un chien. Ce qui est assez étrange, c'est que on a tous envie de voir ce qui se passe réellement. Donc, il faut se dire que le tunnel, il est en ligne droite. Et il continue à droite. Et en fait, j'arrive au bout du tunnel, enfin, au bout du couloir. Et là, j'entends aboyer. Et j'entends un chien qui me court après. Donc du côté droit. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant qu'humains basiques, on fait quoi dans ces cas-là? Normalement, on est censé rester tranquille. On s'est mis à courir comme des grosses merdes en fait. Donc au lieu de faire un étage, 2 étages, on a fait 3 étages ou 4 étages dans l'escalier. Donc dans l'escalier, qu'est-ce qu'on entend? Le chien qui court. Le chien qui nous poursuit. C'était pas juste un truc mental. Les 4 on courait parce qu'on entendait réellement le chien nous poursuivre. C'était assez flippant. Et mentalement, je sais pas ce qui s'est passé, arrivé au, on va dire, 4e étage. Stop, net, je m'arrête. Je dis les gars, on s'arrête ici. De toute façon, s'il y a le chien, on va se bouffer dans tous les cas, donc on s'arrête ici.
Sauf qu'il n'y avait pas de chien. Il n'y a jamais eu de chien à ce moment-là. On a entendu le chien pendant qu'on courait. On a eu peur d'un chien. On l'a entendu. Il a aboyé. On s'est arrêté. Il n'y a jamais eu de chien. On l'a attendu dans l'escalier. Il n'y a jamais eu de chien. On s'est arrêté à l'étage, au 4e étage. Et il y avait, je crois, on peut dire la maternité, juste à notre porte à gauche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on sent quelque chose ou si on entend quelque chose, on le garde pour nous. C'est ça le principe en fait. Il ne faut pas se faire peur. On vient d'avoir une peur. Donc... Voilà. On rentre dans la maternité. On est à 4. À la même seconde, on se baisse et on se gratte la jambe droite. Sans aucune raison. C'est pas, ouah, il y avait une toile d'araignée, on a flippé et autres. C'est, on s'est tous baissés. Donc là, moi je dis, là les gars, il y a un truc vraiment chelou quoi. Donc je dis, je sais qu'on n'est pas censé en parler, mais pourquoi vous êtes baissés en fait les gars, expliquez-moi, tu vois. Et ils disent, bah il y a un truc qui nous a touchés. Et là dans ta tête, t'es en mode, on fait quoi? On continue ou on s'arrête? Et t'as ce petit bâtard de chasseur de fantômes qui dit, bah non, je sens que ça commence à faire quelque chose. Donc bah on continue. On s'approche on visite un corps dans ce même étage. Et là, il y a une salle. Pour vous puissiez l'imaginer, cette salle, c'est les salles de torture que vous voyez dans les films d'horreur. J'ai deux gars qui rentrent dans la salle et qui disent « Waouh, c'est magnifique ». Le problème de ce truc, c'est que c'est moi qui ai mis le premier pas dans la salle et je n'ai jamais pu, le pied qui n'était pas dans la salle, je n'ai jamais pu le décoller. Les deux gars rentrent dans la salle, ils regardent la salle. Et moi, je me dis, bah, faut pas que je leur dise qu'il y a un truc qui va pas. Sauf que le pied arrière, j'essaie de le décoller et je n'arrive pas à le décoller. Il y a un truc qui me dit, enfin, mon cerveau, j'avais un blocage, mon pied était collé sur le sol en fait. C'était premier degré. Du coup, moi je rigole, je fais, excusez-moi les gars, mais je vais rester là, je vais rester ici et puis allez-y, regardez pour moi. Mais dans ma tête, je me dis, c'est bizarre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais changer de pied en fait, c'est ça. Je mets mon autre pied devant. Et le pied arrière, donc l'autre pied, ne peut pas se décoller. Donc là, je me dis, là, il y a un gros problème. C'est vraiment flippant, mais je dirais rien. Je commence à avoir des douleurs au niveau du dos. Je commence à avoir une sensation de... Ça me pesait sur le dos. Je me mets comme ça au niveau de la porte. Et en fait, j'ai même pas eu la réflexion d'esprit de me dire, faut pas que j'en parle à mes amis. Ils m'ont regardé, ils ont dit, il y a un truc qui va pas. Ils ont dit, t'es pas dans ton état normal. Ils ont dit, là, c'est bizarre. Et ce bâtard, du coup, venait vers moi et posait des questions. Je dis, bah écoutez, vu que le gars, il se passe des choses, il est content, on va aller tout en haut. On va aller au sommet. On arrive tout en haut, dernier étage, et une pièce, totalement vide. Tout est fermé, les fenêtres fermées, tout est fermé. Un gars se met contre le mur. Nous trois, on se met au milieu de la pièce. Et je rappelle que j'étais dans un état lamentable. Et je dis à mon pote, là c'est le moment, il faut que tu trouves quelque chose, mais là sinon on va se tirer, tu vois. Il commence à poser des questions, courant d'air au milieu de nous. Premier degré, hein. Courant d'air au milieu de nous. On était trois, courant d'air au milieu de nous. Le gars à droite qui était posé sur le mur, il dit, les frères, il n'y a rien, je sens rien du tout, tout va bien. Ce bâtard se met à poser des questions. Mais dans notre tête, on se dit, bah, il n'y a rien. En fait, il pose des questions, mais il n'y a rien. Et puis moi, dans ma tête, après coup, je me dis, de toute façon, avec ton iPhone de merde, tu n'aurais rien trouvé, en fait. Sauf qu'il a vu que j'étais pas bien. Il m'a donné son iPhone. Et il m'a dit, pose des questions. Sauf que moi, j'étais dans un état trop mal. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé des questions et j'entendais des réponses dans ma tête. C'est la schizophrénie. Ouais, je sais, mais je suis schizophrène. Non, j'entendais des réponses dans ma tête, mais pour moi, c'était dans ma tête. Tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'entendais oui, des trucs comme ça. Et en fait, quand ça arrive, tu te poses même pas la question de savoir si c'est vrai ou faux, parce que tu entends. Toujours le courant d'air au milieu et tout. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, moi j'avais envie de partir, premièrement. Mais en fait, je regarde les gars et je pose une question. Je dis, est-ce que si on reste ici, il va nous arriver quelque chose, en fait, tout simplement. Et j'entends, non, restez. J'entends pas, non, restez, on va manger une pizza. J'entends, non, ne vous arrivera rien, en gros. Et je dis, mais si on reste... Enfin, en gros, je pose une autre question dans le même délire, en gros, et je comprends, en fait, il faut partir.
On a mis... je vous rappelle, on était au 5e étage, on est arrivé dans la voiture, je sais même pas, le temps il est passé tellement rapidement, en même pas 1 minute on était dans la voiture, au niveau du cerveau. On est dans la voiture, les 3 qui étaient au milieu, on était fatigués de ouf. Quand je dis fatigués de ouf, c'est que c'est le bâtard qui conduisait, et on s'endormait dans la voiture en roulant. Donc c'est clairement qu'il y avait eu quelque chose. Parce que le gars qui était contre le mur, lui, il faisait la fête. Genre l'énergie qui a été retirée, quoi. On était éclatés. On était éclatés au sol. Et je vais finir l'histoire en vous racontant le plus drôle de cette histoire. Comme je disais, je filme tout. Je suis pas un gars qui ment. Mes réseaux, c'est le vrai Malcolm. Je dis la vérité, même si ça plaît pas, je dis la vérité. Je rentre chez moi, je regarde mes vidéos. Du coup, je me dis, bah, j'ai entendu. Mais c'était mon cerveau. Et en fait, j'ai sorti la première partie. Je me suis dit, j'ai assez de quoi faire des milliards de vues. Les voix que j'entendais, je les entendais dans la vidéo. Il y avait des chants, il y avait des trucs de bâtard. Sauf qu'au moment où je vois les vidéos, je me dis, si je les sors, j'en suis encore en train d'en trembler, excusez-moi. Je me disais, si je les sors, si je les monte, ne serait-ce que les monter, ces vidéos, je meurs. C'était une voix dans ma tête qui me disait ça. Si je les sors, si je les monte, je meurs. Du coup, je les ai supprimés. Mon seul but dans ma vie, actuellement, je le dis, ça fait des années, c'est de faire des vues. Je serais capable de tout pour faire des vues. La plupart des gens ici peuvent le dire que c'est réel. J'ai supprimé ces vidéos. J'ai laissé la première vidéo du sanatorium et les autres, je les ai supprimées. Si vous me voyez là maintenant tout de suite, c'est que vous avez regardé ou entendu toute la vidéo. Et je tiens vraiment à vous en remercier. J'essaie de faire un événement tous les mois et c'est grâce à des personnes comme toi que j'y arrive. Mais toi, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Mets-le en commentaire, je lirai tout ça tout de suite après la vidéo.